Bonjour à tous et bienvenue au comptoir des divagations. Moi, c'est Jean-Baptiste, je suis avec Maxime. Salut tout le monde! Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film d'animation, Si tu tends l'oreille, réalisé par Yoshifumi Kondo au sein du studio Ghibli, et on vous parle de tout ça dans un instant, juste après la petite musique. Si tu tends l'oreille, donc, c'est un film sorti en 1995, comme on l'a dit, réalisé par Yoshifumi Kondo et produit par le studio Ghibli. Et on va donc parler un petit peu du studio Ghibli, pour remettre tout ça dans le contexte. Donc c'est un studio qui a été fondé en 1985 par deux personnes, dont il va falloir retenir les noms parce qu'ils sont assez importants. C'est Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Donc leur objectif de base quand ils ont créé le studio, c'était de créer des œuvres personnelles avec de grandes ambitions artistiques. Donc ils souhaitaient également faire plutôt des dessins animés pour adultes, parce qu'à la base, les dessins animés c'était surtout pensé pour les enfants. Et au Japon, il y avait aussi également cette culture de la série, avec une animation plutôt rudimentaire, donc plutôt économique. Donc on faisait... Des plans fixes plutôt. Il y a plus de plans fixes, tu vois, il y a moins de détails sur l'animation. Et Isao Takahata et Hayao Miyazaki, c'était surtout des amoureux du mouvement. Ils avaient surtout envie de redorer le blason de l'animation japonaise. Quand il crée le studio, donc, Miyazaki sort d'un succès, c'est Nausicaa de la vallée du vent, qui lui permet d'avoir assez de fonds pour qu'ils s'associent tous les deux et qu'ils fondent ce studio Ghibli. Et on peut dire qu'ils se connaissaient déjà depuis une vingtaine d'années, ils ont travaillé ensemble sur pas mal de projets. Leur dernier projet avant Nausicaa la vallée du vent, c'était Horus prince du soleil, un projet mené par Isao Takahata, et ça s'est... voilà, il n'y a pas eu un grand succès au box-office et ça a été un moment difficile, tu vois, pour eux. Et donc en 85, ils fondent le studio Ghibli et ils vont commencer à faire leurs propres films. Donc on peut citer notamment Le Château dans le ciel qui sort en 86, Totoro, Mon voisin Totoro qui sort en 1988, Le tombeau des lucioles, et surtout Kiki la petite sorcière qui sort en 1989 et qui va donc être leur premier succès à la fois commercial et critique, parce que jusque-là ils avaient fait des films qui avaient eu vraiment du succès critique, mais les spectateurs n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et en fait, ce qui a surtout bien marché pour Kiki, c'est que c'était une adaptation d'un livre pour enfants, qui était un best-seller. Et à mon avis, ça, tu vois, ça a eu un engouement avec les parents, les enfants qui sont allés dans les salles. Et c'est ce qui a permis, en fait, au studio, surtout de se faire reconnaître, voilà, artistiquement. Les gens ont retenu le nom de Miyazaki comme quelque chose, tu vois, ils ont créé un lien, en fait, par rapport à la qualité, tu vois, ils se sont dit, tiens, c'est Miyazaki, on va commencer à suivre son travail. Et là, ça a déroulé le tapis rouge pour le reste des films d'animation, pour les autres films d'animation. Ensuite, on peut encore citer Porco Rosso, qui est sorti en 92, Pompoko en 94, et on en vient au film qui nous intéresse, donc Si tu tends l'oreille, qui est sorti en 95, et qui a été le premier film de Studio Ghibli à être réalisé par quelqu'un d'autre que Miyazaki et Takahata, donc Yoshifumi Kondo. C'est un japonais qui est né en 1950, qui a toujours travaillé dans l'animation, donc dès ses 18 ans. Il a rencontré Miyazaki et Takahata sur la série Lupin the Third, et ensuite il a systématiquement occupé des postes d'importance dans tous les films sur lesquels il a travaillé. Et notamment animateur clé ou character designer. On dit aussi chef animateur. En gros, c'est celui qui dessine les images principales de la décomposition du mouvement, donnant le rythme et le style de l'animation. Donc c'est un des postes à responsabilité. Il a été chef animateur pour Le tombeau des lucioles, Kiki la petite sorcière, Souvenir goutte à goutte par exemple. Et donc on peut voir qu'il laisse la réalisation à quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment quelqu'un qu'ils connaissent vraiment bien, qu'ils connaissent depuis plusieurs décennies. Qui a fait ses preuves, qui est compétent. En qui ils ont confiance,
il laisse pas le bébé aussi facilement que ça. Parce que la question de l'héritage, c'est une question qui traverse toute l'histoire du studio Ghibli, puisque voilà, les réalisateurs vieillissants se demandent si qui sera en mesure tu vois, de produire des œuvres de leur portée, parce que c'est une question de réputation, c'est également une question d'argent. Qui pourra vraiment Assurer la continuité. endosser, tu vois, cette responsabilité. Ouais. Donc après ce film, ils vont encore sortir Princesse Mononoke, donc réalisé par Miyazaki, avec Yoshifumi Kondo comme animateur clé. Et épuisé par ce film, Miyazaki va décider de prendre sa retraite, mais en laissant les rênes du studio à Takahata et Kondo. Mais simplement, Kondo va décéder un an après, en 98, probablement d'un excès de travail, enfin des problèmes de santé liés à un excès de travail. Et donc Miyazaki va être forcé de quitter sa retraite, sa première retraite, pour revenir réaliser des films et assurer la continuité du studio. Et donc on peut encore citer plusieurs films qui vont suivre, par exemple Le Voyage de Chihiro, donc, qui est sorti en 2001 et qui va être le plus gros succès cinématographique japonais de tous les temps, avec 25 millions d'entrées, qui sera détrôné que 19 ans plus tard, donc en 2020, par un autre film d'animation. À savoir Demon Slayer, un film qui est issu d'un manga shonen, donc plutôt destiné aux garçons, et rien qu'au nom, on se doute qu'on n'est pas dans le même registre que ce que produit Ghibli. Revenons maintenant un petit peu plus en détail sur le film. Donc, Si tu tends l'oreille est à la base issu d'un manga du même nom, qui a été dessiné par Aoi Hiraagi. Donc c'est un shoujo dont le public cible est surtout voilà, les jeunes filles, et on parle surtout de relations humaines et des sentiments, des émotions. Et à la suite de ça, elle va publier une suite spirituelle qui va s'appeler Le Royaume des Chats, qui sera également adaptée par Ghibli en 2002. Et, Par un autre réalisateur, un cette autre fois-ci. réalisateur, ouais, tout à fait. Et donc là, la réalisation est de Yoshifumi Kondo, mais on peut quand même dire que c'est Miyazaki qui est au script et au storyboard. Voilà, donc on laisse de la place pour un nouveau réalisateur, mais quand même on participe énormément, on garde la main dessus, quoi, Ouais. on fait attention. Et c'est donc un film qui a été entièrement dessiné à la main, mais c'est un des premiers Ghibli à utiliser de l'animation assistée par ordinateur. Donc ça a permis aux équipes de se faire la main avant de ensuite utiliser ce logiciel sur le chef-d'œuvre qui va suivre, donc Princesse Mononoke. Et un élément notable qui est dans le film, c'est l'utilisation de l'univers graphique du peintre surréaliste Naoisa Inoue. Donc ça concerne les parties, on va dire, Onirique, ouais, fictionnelles du roman qu'écrit le personnage principal. Ouais. Et donc c'est le peintre lui-même qui a réalisé les paysages pour leur introduction dans le film. Ce qui est complètement inédit, tu vois, on n'a jamais vu ça dans un film de Ghibli. Moi-même, j'ai rarement entendu parler de ce genre de truc dans le monde de l'animation. Et je trouve que c'est assez frais comme idée, intéressant, tu vois. En plus, il a un style très, bien à lui. tu sais, presque pointilliste, un peu comme Seurat. Il y avait quelque chose de très européen qui se dégageait aussi quand on voyait les images. Et moi, je me suis intéressé rapidement à son travail. Je suis allé voir quelques tableaux et je trouvais qu'il y avait un univers, tu sais, très coloré, presque très fantasy, tu vois, presque comme un Alice au pays des merveilles, avec des architectures qui rassemblent à la fois du corail, à des minéraux. C'était très surprenant, très intéressant. Et quand tu parles d'Alice au Pays des Merveilles, on voit que du coup ça s'adapte bien à ce qu'elle est en train d'écrire. Ouais, tout à fait. L'espèce d'imaginaire de petite fille qui est dans un univers avec des chats et voilà, une espèce un lien avec l'Europe aussi, une espèce d'inspiration comme ça, Europe de l'Est. Et concernant la musique du film, donc ce qu'on peut dire c'est que pour la plupart des Ghibli, c'est un compositeur bien particulier qui fait la musique, c'est Joe Hisaishi, mais ici ils ont décidé de faire appel à quelqu'un d'autre qui s'appelle donc Yuji Naomi, et je trouve que la musique est moins marquante que dans la plupart des productions Ghibli d'habitude, mais néanmoins c'est quand même une musique qui est assez belle, assez onirique, et surtout qui habille vraiment bien la ville, qui s'adapte bien au paysage urbain du film,
la ville, c'est presque un personnage en part entière. Elle est plus discrète, quoi. On s'en souvient pas forcément après, mais quand elle est là, ça donne bien l'ambiance, ça donne bien le ton, c'est un bel habillage sonore, je trouve. Et en particulier, ce qui est vraiment à retenir par contre au niveau de la musique, c'est l'importance du morceau Country Road, qui est donc un morceau américain, à la base écrit par John Denver, et qui a été repris par Olivia Newton-John, donc c'est la chanson qu'on entend au début du film. Et donc cette chanson, elle sert un petit peu de fil rouge, de fil conducteur tout au long du long métrage, parce qu'on l'entend donc en introduction, en conclusion à la fin du film, et également tout au long de... Elle revient, voilà, des fois de temps en temps comme ça. C'est vrai que c'est surprenant, en fait, cette espèce de musique américaine qui apparaît aussi fortement dans le film dans un film japonais. Moi, j'étais très surpris quand j'avais commencé à regarder le dessin animé et je me suis posé des questions concernant la signification. Pourquoi incorporer ce truc très américain? Est-ce que c'est parce que l'Amérique a eu une énorme influence sur le Japon à un moment, que les cultures se sont mélangées, est-ce que c'est parce que c'est une chanson populaire? C'est certes, il y a forcément un lien thématique. Tu vois, parce que ça part de mélancolie, de nostalgie. On sait que tout du long l'héroïne va essayer de transcrire les paroles, en restituer le corps finalement. Elle va essayer de parler de la sensation de pays natal, de la sensation d'être déraciné. Mais pourquoi cette chanson en particulier? On a un petit peu de mal à... Ça, c'est un peu un mystère. Voilà. Ça, on n'a pas forcément la réponse. Mais... Chacun son interprétation, je pense. Je sais pas si j'ai bien traduit le concept de terre natale. J'ai essayé d'écrire ce que mon cœur m'a dicté. Bah dis donc, il est intense ton texte. Country road, si l'on te suit jusqu'au bout, loin là-bas, tu nous conduiras dans cette ville. Oui, c'est écrit Country road. Shizuku, c'est excellent. J'adore. J'aime bien ce passage. Je voulais vivre ma solitude sans que la crainte ne s'éveille en moi. En condamnant la porte de mon cœur, je pensais protéger ma force intérieure. Mesdemoiselles, ça a sonné. Bien. Voilà. Maintenant qu'on a tout ça bien en tête, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, Maxime, est-ce que tu veux bien nous faire un petit résumé? Résumé qui n'a pas été facile à écrire, je tiens à le préciser, étant donné le scénario du film, qui est bien particulier. Mais bon, je vais quand même tenter un truc. Donc, Si tu tends l'oreille nous raconte l'histoire de Shizuku Tsukishima, une jeune fille de 14 ans avide de lecture et d'aventure. N'étant pas passionnée par les études, elle préfère traduire les paroles de la chanson Country Roads pour la chorale de son école ou poursuivre un chat dans un quartier inconnu. Mais un mystère semble plus important à résoudre. L'identité de Seiji Hamazawa, un nom qui revenait régulièrement sur les fiches d'emprunt de ses livres. Qui est donc ce mystérieux garçon qui partage son goût prononcé pour la littérature ? Comme je le disais tout à l'heure, le scénario ne suit pas une structure de récit conventionnel. Et moi, je pense beaucoup en fait au scénario américain quand je dis ça. Parce que dans un film américain, tout est beaucoup plus clair. L'enjeu pour le personnage principal, au début du film, tu vois, il doit être clair. On doit le présenter, dire qui il est, présenter son quotidien. Ensuite, il y a un élément perturbateur qui va perturber son petit quotidien. Il va partir à l'aventure. Ensuite, il y a la résolution des problèmes, les péripéties, et on va revenir à la situation initiale où il a traversé une épreuve, il en ressort changé. Donc ça, c'est très très clair. On a une idée très claire de l'enjeu au départ dans un film américain, ce qui n'est pas le cas en fait dans ce film-là. Ouais, on a plus un film tranche de vie en fait qui se concentre sur une toute petite période d'une adolescente lambda. D'ailleurs, le récit pourrait se situer n'importe où dans le monde, ça reste quelque chose d'universel en fait. On suit les errances, le quotidien d'une jeune adolescente qui s'ennuie, qui se questionne. Et tu vois, il y a pas une grande scène qui va nous dire à la fin de l'année elle doit faire un super spectacle pour le collège. Ouais. Elle doit il y a pas d'enjeu fort. Pas qu'elle devienne la meilleure ou la plus belle, la plus forte. Voilà, il y a pas ce truc où elle doit traverser quelque chose. En fait, si ça arrive, mais que vers la fin du film, tu vois. Il y a un enjeu important pour elle, mais à la fin du film. Et tout ce qui avance, c'est une sorte de déambulation dans la vie. Je fais attention à des petites choses qui m'arrivent. Tiens, il y a, sur la fiche d'emprunt des livres de la bibliothèque, je vois qu'il y a un nom qui revient tout le temps. C'est le nom d'un garçon, Seiji Hamazawa.
qui est-il? Est-ce qu'il est beau? Tu vois, c'est les premiers questionnements d'une adolescente voilà, qui grandit et qui se raconte un peu des trucs. Elle aimerait, comme tu me l'avais dit, elle aimerait sans doute que sa vie soit aussi passionnante que les livres. Ouais, parce qu'elle lit beaucoup et du coup, elle aimerait aussi qu'il lui arrive des trucs enchanteurs, des histoires merveilleuses. Et ça n'arrive pas et donc elle va essayer d'aller le provoquer elle-même. Voilà. En fait, c'est pas un personnage qui va venir la chercher pour lui dire hey, sors de ton quotidien, regarde, il se passe des choses dans la vie. Non, c'est elle, tu vois. C'est par sa curiosité en fait qu'elle va aller être amenée à découvrir quelque chose merveilleuse. Et son ennui aussi. Tu sais, elle se dit, j'aimerais, à un moment donné, elle le dit, je crois, j'aimerais bien qu'il se passe un truc. Tu vois. Elle a dit, pourquoi pas suivre ce chat qui s'arrête à un moment donné à un arrêt de métro et qui suit son petit chemin. Elle se dit, mais dans quoi il va m'emporter? Du coup, elle lui court après. Elle traverse tout un quartier qu'elle ne connaît pas du tout et elle arrive devant une boutique d'antiquité. Et mais avant d'arriver sur cette boutique, tu vois, elle s'est dit, bah, j'ai cru qu'il allait m'emporter dans une aventure. Et après, elle remarque cette boutique, elle rentre à l'intérieur, elle voit la fameuse figurine du duc, elle voit et elle rencontre le grand-père. En fait, elle découvre que l'insolite peut se cacher à deux pas de chez soi. Il faut savoir prêter attention aux détails. C'est ça. Tout ça pour dire que finalement la structure de récit, qui est un petit peu inhabituelle comme on l'a dit, elle fait un petit peu la métaphore, je trouve, du sujet principal du film, c'est-à-dire l'adolescence. Comme la structure est un petit peu erratique, un petit peu hasardeuse, et ben ça reflète bien en fait l'état d'esprit qui nous traverse quand on est adolescent, cette phase de recherche de soi, de recherche de ses objectifs, de ses passions. De questionnement, on sait pas exactement où on va aller. Les moments de doute. Et on peut dire que c'est ça, en fait, le sujet principal du film que Yoshifumi Kondo veut raconter. Moi, j'y vois une ode à l'innocence, à la pureté des passions de jeunesse, à ce moment de la vie où on est à la fois exalté et effrayé en même temps par tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut arriver. C'est également un moment, en fait, où on se rend compte qu'on a changé, elle le dit à un moment donné dans le film où elle se rend compte qu'elle n'est plus aussi enthousiaste quand elle lit des livres. Elle sait son comportement a changé à l'égard de ses parents, à l'égard de son entourage globalement. Elle se rend compte qu'elle n'est plus à l'écoute des gens autour d'elle et aussi que l'avenir tout ne va pas forcément bien se passer dans la vie. Il y a une espèce de désenchantement vis-à-vis de la vie. Elle est attristée par ça, par ce qui se passe, par cette phase où elle se sent moins bien, mais c'est naturel, c'est une étape de la vie qu'il faut franchir, et c'est le moment pour elle de transformer sa passion de la lecture en quelque chose de constructif, en quelque chose qui va l'habiter, donc l'écriture. On sait que ses amis en fait trouvent qu'elle a du talent, qu'elle a un truc pour l'écriture, mais c'est pas grand chose. Elle a fait une petite traduction humoristique même pour Country Roads. Et on lui dit non mais t'as un truc, tu sais écrire, c'est cool, t'as une facilité pour ça, t'as une facilité pour trouver les mots, c'est pas grand chose, tu vois, mais elle a trouvé une espèce de fil à tirer. Ouais, un angle sur lequel elle peut s'apesantir. Et il y a également la présence évidemment du garçon Seiji Hamazawa qui lui a des objectifs clairs dans la vie, il a une passion, il veut fabriquer des violons et il a déjà une idée, il se projette déjà dans l'avenir et elle est impressionnée par ça parce que la seule chose qu'elle projette c'est bon, je vais sûrement aller au lycée à un moment donné, tu vois, mais ça va pas plus loin. Et à mon avis, tu vois, boostée par l'amour qu'elle éprouve pour ce jeune garçon et l'admiration, l'inspiration qu'il lui donne. C'est ça, elle se dit mais moi en fait je me sens peut-être elle se dit que je me sens tellement nul par rapport à lui et moi aussi j'ai envie d'avoir des objectifs forts dans la vie. Moi aussi j'ai envie de tu vois d'attaquer la vie à pleines dents, il y a un truc comme ça quoi. Il y a cette facette aussi qui est explorée dans le film, c'est le temps des premiers amours, des premiers émois amoureux et il y a sa meilleure amie, un de ses potes aussi qui traverse cette chose-là, il y a une espèce de triangle amoureux même on pourrait dire. Et effectivement, elle se sent pas à la hauteur de Seiji, et c'est ça qui l'inspire, qui la motive à se lancer dans cette écriture d'un roman. Ça, elle se donne, je sais pas, un certain nombre... 3 semaines pour écrire un livre en entier, d'une traite, encouragée par le grand-père de Seiji Hamazawa. Elle décide d'aller jusqu'au bout de cette épreuve. Ici, tu es le chat de cette maison? Ah, mais tu as faim peut-être? Tu n'es pas très gentil, tu sais. Tu es comme moi, en fait. Pourquoi on change comme ça? Je me le demande. C'est vrai, avant, j'étais toujours gentille, toujours obéissante.
Et maintenant, quand je lis des livres, je sens que je n'ai plus le même enthousiasme qu'avant. Il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit sans cesse que la fiction est une chose, mais que la réalité en est une autre. Comme c'est compliqué. Ce qui m'a frappé à la fin du film, c'était surtout la philosophie qui s'en dégageait. C'était la vision de la vie. Et pour ça, j'ai envie de comparer ce film aux œuvres de Miyazaki. Tu vois, notamment les plus impressionnantes. La princesse Mononoke, Le château dans le ciel, Nausicaa la vallée du vent, c'est des personnages qui ont une espèce de grande destinée, quelque chose d'assez épique à accomplir et qui va peut-être même changer le monde. Alors que là, on revient vers quelque chose de beaucoup plus modeste et je pense que le spectateur peut beaucoup plus facilement s'identifier aux actions de comment il s'appelle, Shizuku. C'est quelqu'un qui va chercher des petites choses surprenantes dans son quotidien. Et ça, je pense que ça, c'est à la portée de n'importe qui, tu vois. Il suffit de peut-être tu vois, de s'inscrire à un cours d'improvisation, prendre la voiture et faire un road trip pendant 3 jours, tu vois, c'est des trucs comme ça qui, tu vois, c'est pas compliqué, tu vois, de sortir de sa zone de confort et peut-être qu'à ce moment-là, tu feras de nouvelles rencontres, peut-être que tu te découvriras des passions. Et en cela, je trouve que c'est intéressant pour le spectateur après avoir vu ce film. C'est que ça peut t'inspirer pour réaliser ce genre d'action. Autre chose, voilà, en termes de par rapport à la philosophie, c'est que c'est l'entourage de Shizuku qui est passionnant également. Tu vois, quand elle décide de se lancer le défi par rapport à l'écriture du roman, elle a décidé d'arrêter de poursuivre, enfin d'arrêter de faire ses devoirs, de moins se concentrer sur les études. Elle abandonne les études pendant 3 semaines et elle se concentre sur l'écriture. Voilà. Et ses parents réagissent de façon assez surprenante. Extrêmement positive. On se dit mais c'est qui ces gens-là, quoi. Ils ont confiance en la vie. Le père dit cette chose très très intéressante. Il dit à sa femme, laissons-la faire. Il n'y a pas qu'une seule voie dans la vie. Et ils acceptent qu'elle fasse ça, même s'ils s'inquiètent un peu. Ils se disent, tu sais, c'est pas facile pour les gens qui sortent des sentiers battus, mais ça a l'air important pour toi. Fonce. De manière générale, c'est une famille qui est assez inattendue atypique. Dans ce film. Dans le Japon des années 90, le père est bibliothécaire, la mère a repris des études. Ils vivent dans un appartement plutôt modeste, mais qui est rempli de livres, qui est pas nickel. Oui, voilà, il est pas très rangé. Ça déborde de partout. On est loin de ce côté très strict, japonais presque, tu vois. Il faut que ça soit parfait. Non, ça vit dans cette maison, ça circule. Tu vois, il y a des choses, il y a des bouquins, voilà, par-ci par-là, des tableaux qui traînent, un ordinateur qui est rangé dans une pièce qui a pas l'air du tout pratique. On dirait qu'il est au fond d'une caverne. Ouais, c'est plutôt bien pensé, tu vois, juste pour nous donner cette sensation de morceau de vie, quoi. Et Shizuku, elle mène un peu sa vie comme elle l'entend. Enfin, elle entre, elle sort, elle rentre à des heures. Oui, les enfants n'importe quelle heure ont une autonomie de fou dans ce film. Tu vois le moment où elle reste toute la nuit avec Seiji. Oui. Quand elle reste. Il y a cette scène la scène la plus forte du film, c'est quand il décide de faire du violon sur l'air de Country Roads. Elle l'accompagne en chantant. Et son grand-père avec ses potes musiciens arrivent et font une sorte de petit concert improvisé et c'est peut-être le moment le plus incroyable. Ouais, c'est l'acmé du film. Et elle chante un peu faux, lui apparemment il joue pas très bien, on n'est pas expert pour le dire. Mais en tout cas c'est vraiment un super moment, très enjoué. On s'en fout, tu vois, très pur. C'est le geste et on s'amuse, tu vois, et on n'est pas dans l'incroyable, genre waouh, soudainement on découvre que l'héroïne elle a une voix mais magnifique, tu vois, c'est clair comme cristalline, tu sais, elle a un talent fou, il faut qu'elle parte à l'opéra. On n'est pas sur non mais tu vois, on n'est pas sur dans cette démesure-là. Dans cette démesure-là où on a enfin trouvé un talent brut. On va foutre plein les yeux. Non, c'est un moment simple de la vie qui peut arriver à n'importe qui. On n'est pas sur un truc incroyable. On n'est pas sur une espèce d'iconisation d'un personnage. Elle est vraiment très très forte cette scène. Elle est très belle, très puissante. Ouais. Ce que tu fais actuellement, cela te semble-t-il plus important que poursuivre tes études? Bien. Et peux-tu nous dire précisément ce que tu fais actuellement? Je vous le dirai quand le moment sera venu. Ce que tu fais actuellement et dont tu nous parleras plus tard, est-ce que tu dois le faire maintenant? Le temps me manque. Je n'ai plus que 3 semaines pour terminer. Parce que j'ai décidé de me lancer une sorte de défi durant tout ce temps. J'y tiens beaucoup. Je veux bien, mais de quelle sorte?
Tu t'es lancé quelle sorte de défi? Si tu ne le dis pas, je ne peux pas deviner. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas le dire à tes propres parents? Laissons donc Shizuku faire comme elle le souhaite. Il n'y a pas qu'une seule façon de mener sa vie, et je suis sans doute mal placée pour critiquer. Bien. Shizuku, agis à ta guise, mais assume tes choix. Cependant, vivre différemment des autres n'est pas une partie gagnée d'avance. Et Monsieur Nishi, justement, le grand-père de Seiji, on peut dire que c'est vraiment le mentor de Shizuku dans le film. C'est le personnage qui exprime le plus de bienveillance, de compassion. D'ouverture d'esprit. Ouais. Il va avoir cette très belle expression, il va aller comparer elle et Seiji à deux pierres précieuses encore brutes, et qui ne demandent qu'à être polies par le travail pour en révéler la beauté, quoi. Leur beauté, leur magnificence. Et ça va être lui à qui Shizuku va présenter son roman quand elle va l'avoir terminé, et il va pas être hypocrite avec elle, il va pas lui mentir, il va lui dire c'est pas parfait ce que tu as écrit, mais à travers les lignes, je vois toute la beauté de ce que ça pourrait devenir plus tard, avec le travail et avec un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de maturité. Et donc toi, tu faisais un lien entre Miyazaki et Monsieur Nishi. Ouais, j'ai l'impression en fait que Miyazaki a infusé de sa personnalité dans ce personnage, parce que il sert de mentor à la jeune génération, tout comme Miyazaki le fait avec Yoshifumi Kondo. Et il y a aussi cette histoire de transmission d'héritage, cette passation de flambeau. Ouais. Et également aussi le fait que Miyazaki, pendant toute sa vie, a traîné un traumatisme par rapport à la Seconde Guerre mondiale, comme le personnage de Monsieur Nishi. Et j'ai l'impression en fait qu'il transmet ce message à la fois à Kondo et à la jeune génération d'être conscient de ces cicatrices que porte le Japon, mais de pas le traîner comme un fardeau. C'est ça, de continuer à avancer. C'est ça. Il a essayé de réinsuffler un peu d'espoir et d'inviter les gens à vivre leur vie plus intensément. Et pour terminer sur un point qu'on n'a pas forcément abordé, le titre du film, il est quand même très évocateur. Si tu tends l'oreille, ou si on traduit plus exactement, c'est si tu écoutes attentivement. En gros, si tu fais attention à ce qui se passe autour de toi, si tu fais attention à ton environnement et que tu regardes dans les détails, tu y verras certainement de très belles choses. Enfin, voilà, c'est moi qui complète, et on complète la phrase comme on veut, mais je trouve que ça évoque bien la philosophie du film. Shizuku, j'ai tout lu. Merci, mon enfant. J'ai passé un très bon moment. Je vous crois pas, vous mentez. Maintenant, dites-moi la vérité. J'ai pas synthétisé comme je le voulais. La seconde partie est confuse, incohérente. J'en suis très consciente. Oui, c'est brut, c'est direct. En bref, c'est inachevé. Tout comme les violons que Seiji a fabriqués. Shizuku, entre les lignes, j'ai pu apprécier la pierre précieuse brute, celle que tu as su trouver en toi. Bravo pour tes efforts. Tu as un grand potentiel. Nul besoin de s'affoler. Prends le temps qu'il faut pour polir cette pierre. Pour conclure, comme d'habitude, on va parler un petit peu de nos ressentis. Mais avant ça, je voulais juste évoquer, moi, ma relation à ce film. Il faut savoir que tous les deux, on est assez connaisseurs du studio Ghibli. On a vu tous leurs films ou presque. Et celui-ci, il est un petit peu atypique parce qu'il est sorti beaucoup plus tard qu'en France. Il est sorti beaucoup plus tard que son année de sortie au Japon. Après Le Vent se lève. Après Le Vent se lève, donc le dernier Miyazaki actuel. C'est-à-dire en 2014 ou 2015. Et je trouve qu'il a été injustement boudé en France, et je voudrais en quelque sorte le réhabiliter, parce que pour moi c'est un film important, c'est un film que depuis que je l'ai découvert il y a 4 ou 5 ans, je le revois tous les ans, une fois par an, toujours à peu près à la même période, parce qu'il a un effet un petit peu cocon sur moi. Il symbolise... c'est un film qui se passe en été, et je le vois toujours la jonction printemps-été... il me procure des sensations que j'aime bien, qui évoquent cet été japonais, cette sensation de chaleur, et je saurais pas exactement dire pourquoi, mais j'aime bien le revoir de façon rituelle, chaque année à la même période. Et donc, ce film, tu l'avais pas vu avant, c'est moi qui te l'ai fait découvrir, et est-ce que toi, tu as eu un ressenti positif également quand tu l'as vu ? Alors moi, ce film, j'ai trouvé intéressant pour toutes les raisons qu'on a citées dans la partie analytique.
Mais en tant que spectateur, je me suis un petit peu ennuyé à cause du rythme que je trouve un petit peu plat, tu vois, notamment parce que justement ça déambule, et des fois t'as envie que ça soit un peu plus dynamique, que l'histoire avance un peu plus vite. Donc si vous êtes... Non mais voilà, c'est une question totalement Moi, c'est ce que personnelle. j'aime bien, ouais. Oui, voilà, je comprends. Mais si vous aimez bien les films un peu que vous avez besoin d'action, c'est peut-être pas vers ce film-là qu'il faut se tourner. Ceci dit, j'ai trouvé très intéressant la partie... l'attention portée aux détails, tu vois, que ce soit dans l'animation ou dans certains plans, comme tu te souviens, voilà, le dirigeable avec écrit dessus « Have a nice day », et on va pas revenir dessus à la fin. Il y a des petits moments gratuits, comme, tu sais, à un moment donné, comment il s'appelle le garçon Seiji. Seiji, en fait, il va lui montrer un peu la vue auquel il a accès quand son coin secret, là. Sous la maison sous la boutique de son grand-père. Ouais. Là, on découvre un très beau panorama. Tu vois, on te laisse vivre ces moments-là aussi. Il y a des petits moments de contemplation. Des moments de contemplation, et on te les laisse les vivre, tu vois, on te laisse un peu de temps. Et ça, je trouve que ça manque aussi dans le monde de l'animation aujourd'hui, tu vois, ces moments où on pose un peu les choses et on regarde ce qu'il y a autour de nous. Surtout que c'est des belles peintures qu'ils ont pris le temps de faire, et Voilà. il faut laisser le temps au spectateur de les admirer, en fait. Tout à fait. Et il y a également la physique, tu sais, quand quand le garçon conduit le vélo et qu'il y a le chat un peu imposant là qui est sur le porte-bagages, tu sens qu'il a un peu plus de mal à pédaler. T'as la sœur de Shizuku, quand elle arrive, elle revient des courses, elle retient la porte avec le pied avant de poser les bagages. C'est le genre de truc auquel il faut penser, et qui en plus ça coûte de l'argent parce que c'est des minutes en plus, tout est dessiné à la main, donc forcément c'est pas anodin, c'est pas un film, donc les petits détails comme ça, on y pense. C'est réfléchi. Donc voilà, pour tout ça, ça m'a vraiment plu, et j'aimerais faire une toute petite recommandation en lien avec ce film. J'avais vu il y a plusieurs années le film The Taste of Tea, sorti en 2004, et qui a été réalisé par Katsuhito Ishii, et c'est un film aussi tranche de vie, tu vois, un peu dans la même veine que Si tu tends l'oreille. C'est pas un film d'animation, par contre. Voilà, c'est un film live action, comme on dit. Voilà, c'est un film qui dure assez longtemps, mais c'est que des morceaux de vie assemblés bout à bout, et pareil, il n'y a pas forcément de scénario, mais voilà, moi j'ai passé un bon moment devant parce que c'est un humour assez absurde, un peu étrange, et pour ceux qui aiment bien les films longs et qui racontent pas forcément grand chose, mais qui sont très drôles, ceci dit, tu vois, voilà, je recommanderais ce film-là. D'accord. Voilà, c'est ici qu'on va vous laisser. On vous recommande d'aller voir le film si jamais l'épisode vous a intrigué. Et puis on vous dit à bientôt, portez-vous bien, ciao. Ciao tout le monde.
Comme, tu sais, à un moment donné, comment il s'appelle le garçon Seiji. qui s'est un peu cassé la gueule, ce film. Ouais. Et donc... C'est le terme qui t'a fait sursauter. Casser la gueule. T'étais pas prêt. T'es pas prêt. Pas de vulgarité ici. Il y a mes parents qui écoutent. Je sais plus du tout comment enchaîner. En fait, avant Ghibli, Miyazaki fait le scénario, il fait les storyboards. C'était la série, Lupin the Third. Lupin the Third, c'est une série, oui. Qui a ensuite donné naissance au film... Château de Cagliostro. Château de Cagliostro, ouais. Cagliostro. Cagliostro. Aussi appelé Lupin quelque chose, je sais plus quoi. Bref, on s'en fout. On est bien renseigné en tout cas. Et donc... comment il s'appelle le gars Seiji. Saeiji. Demon Slayer. Oh mon dieu, l'anecdote. La musique est moins marquante, du coup, je trouve, que dans les autres films. Mais elle fait le café. Mais elle fait le café. Elle fait aussi les tartines. Il y a un regard comme ça, mélancolique, nostalgique, plein d'adjectifs en hic. Tu vois la pierre brute là? Tu vas la polir cette pierre? Eh ben, tu vas me la polir. Comme ton talent. Voilà, ça la pousse à vouloir élucider le mystère de Shinji Amazawa. Suivre le chat dans le quartier lui permet de découvrir la boutique. Seiji. J'ai pas la voix de Robert De Niro ou... Coupe.